Vostra. En général, les gros groupes ou les médias ou les personnes qui ont déjà réussi, mais que ce soit dans les médias ou dans n'importe quel secteur, sont souvent ceux qui prennent le moins de risques. Parce qu'ils ont déjà une place qui est assise. Et souvent, ils vont attendre que les tout petits qui ont rien à perdre, un peu comme nous, testent des trucs et que ça marche. Parce que nous, on peut se planter 15 fois, on s'en fout, on n'a pas de réputation à tenir, on est personne. Et quand ça va marcher, ils vont venir s'en inspirer. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ilan Régnier, cofondateur et CEO de Ox. Alors, ne pas confondre avec OKS. On vient d'avoir tout un sujet sur le naming, donc c'est bien Ox. Et alors, on va parler aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, de créateurs de contenu, de communauté. C'est un petit pas de côté par rapport à ce qu'on fait d'habitude, où on parle plutôt vraiment de médias legacy. Alors, on en a quand même eu plein de différentes typologies, mais voilà, un petit pas de côté avec Ilan. Donc, je suis ravi de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, Ilan. Merci de l'invitation. Je suis très content d'être ici aussi. Et écoute, surtout qu'on a eu un peu des difficultés à le caler, donc on avait dû un peu le changer. On arrive enfin à se retrouver. On va passer un peu de temps ensemble. Tu es jeune, tu as 24 ans. C'est ça, tu es un jeune entrepreneur et tu as commencé à entreprendre, je mettais tôt. Tu as démarré à 18 ans avec une société de courtage en assurance financement immobilier, donc absolument rien à voir. Et tu as fondé Ox en octobre 2022. Est-ce que tu peux, avant qu'on plonge un peu dans cette aventure Ox et qu'on parle un peu donc ce sujet des créateurs de contenu, nous dire c'est quoi ton rapport avec les médias? Est-ce que tu lis des médias tous les jours? Quelle vision tu as aujourd'hui des médias? D'ailleurs, on pourrait s'arrêter sur dire qu'est-ce qu'un média? C'est une vaste question, mais c'est quoi, si je te pose cette question, ton rapport avec les médias? C'est une très bonne question. Je pense que, à titre personnel, j'ai une relation assez particulière parce que dans ma vie entrepreneuriale, j'ai tellement été sur le téléphone, l'ordinateur et j'ai tellement été sur les écrans que dans ma vie personnelle, j'essaye de consommer un minimum de contenu où je suis pas très réseaux sociaux alors qu'aujourd'hui on évolue dans ce secteur. Et à titre professionnel, évidemment, je consomme des médias et je dois être aguerri à l'écoute de ce qui se passe vu que c'est un milieu qui avance très vite, qui évolue de façon très rapide et surtout qui a énormément changé sur les dernières années, que ce soit dans la façon de consommer, la façon de diffuser, la façon de créer. Donc mon rapport avec les médias, j'ai envie de dire que c'est une relation d'amour au niveau professionnel et une relation un peu moins amoureuse au niveau personnel. Écoute, je prends cette définition. Et il y a quand même des médias qui t'inspirent. Tu t'inspires un peu dans ce que tu fais aujourd'hui avec donc cet accompagnement des créateurs de contenu. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent dans les médias? Oui, moi, alors je pense que dans les médias, on va toujours chercher plus ou moins là où on peut s'identifier et appliquer des choses de ce qu'on écoute ou de ce qu'on retient. Étant donné que moi, depuis 18 ans, je baigne dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui dans le milieu de la tech, de la start-up, les médias que je vais consommer, ça va vraiment être des médias autour de parcours inspirants, d'entrepreneurs. Je pense que par nature, l'humain, il aime bien voir des choses auxquelles il peut s'identifier encore une fois. Il peut s'identifier, ouais, tu peux te projeter. Exactement, je pense que ce soit en politique ou en n'importe quoi, quand on va sur Internet ou sur ses réseaux, on voit souvent des avis qui vont dans son sens par rapport aux algorithmes, on pourra en parler des heures. Donc c'est vrai que moi je consomme beaucoup de médias entrepreneuriaux. Beaucoup de podcasts sur le scooter. Quand tu es sur ton scooter, pas des podcasts sur le scooter, non, qui serait très niche. très niche. Non, quand je suis sur le scooter, c'est mon moment où j'écoute souvent des médias et des parcours inspirants. Ouais. Ok. Alors attention, c'est peu dangereux d'écouter des podcasts en conduisant, donc ne suivez pas l'exemple d'Ilan, s'il vous plaît. Mais si c'est le bon moment. Et si je regarde toujours par rapport un peu aux médias traditionnels, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses dépassées dans leur modèle, dans leur fonctionnement, qui te font dire voilà, c'est un peu compliqué, on va faire autre chose, nous? Oui. Déjà, je pense, ça revient en fait à ce que je disais, tout est une question de s'identifier aux personnes qu'on regarde ou qu'on écoute. Je pense que pendant de nombreuses années, les personnes qu'on écoutait, c'était potentiellement une élite, des gens
auxquels on pouvait pas forcément s'identifier, ou en tout cas le grand public. Et donc du coup, que ce soit dans l'interprétation de ce qui est dit ou même dans la facilité de compréhension des messages, dirons-nous que c'était pas forcément adapté à tout le monde. Et je pense que du coup, beaucoup ont un peu, j'aime pas le mot boycotter, mais beaucoup ont un peu moins consommé ou des choses qui s'en sont écartés, Ouais. voilà, s'en sont un peu distance. Exactement. Et je pense qu'un excellent exemple aujourd'hui, c'est un Hugo Décrypte, par exemple, qui, déjà, la personne, on peut s'identifier à lui, il est jeune, il comprend les sujets de société. Les intervenants qu'il peut avoir, c'est des personnes qui sont palpables, des gens du terrain. Et je pense qu'il y a une vraie diversité des médias aussi qui aujourd'hui est bien. Moi, je suis pour une ultra diversité de tout, polémique ou pas. Je pense que tu choisis ce que t'écoutes. Ouais. Donc, en fait, que ce soit par exemple même un TPMP que je pourrais catégoriser comme un média, même si bon, Oui, c'est un média, enfin en tout cas c'est une émission avec une audience ligne. et qui Ouais. parle de sujets d'actualité. Moi, c'est pas quelque chose que je consomme, mais aujourd'hui, tu as des millions de personnes qui, grâce à un TPMP, vont connaître des sujets d'actualité, plus ou moins bien décortiqués, c'est chacun son avis dessus. Mais en tout cas, ça permet à des gens de se sensibiliser à des thématiques et des actualités. Et du coup, ça a sa place pour moi dans l'univers des médias, mais comme plein d'autres trucs dans des niches, quoi. Ouais, donc toi, si je résume quand même, c'est le manque un peu d'incarnation, le côté un petit peu de distance, un peu élitiste que tu peux reprocher grosso modo un peu aux médias, qui fait que aujourd'hui justement tu parlais d'un Hugo Décrypte, mais que les créateurs de contenu, ce côté proximité est important et fonctionne. Tant du côté, excuse-moi, mais tant du côté de ceux qui interviewent ou qui créent la ligne édito ou du média que des intervenants et des invités. Ouais. Les invités, on voit que ça a quand même beaucoup évolué, que ce soit avec les Gilets jaunes ou toutes ces périodes des dernières années. On a des gens auxquels on peut s'identifier, qui parlent et qui causent et qui donnent leurs avis. Et je trouve ça bien d'avoir des gens du peuple, entre guillemets. On voit pas mes guillemets avec les doigts, mais des gens du peuple qui parlent et qui sont pas forcément des experts, parce que ça nous permet de nous sensibiliser et de comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais, donc pareil, là c'est ce que tu disais, s'identifier. Ouais. Pouvoir s'identifier un peu à ceux qui interviennent, que ce soit voilà, les interviewés ou les intervieweurs. On va parler un peu d'Ox quand même, puisqu'on l'a pas fait. Donc, c'est une boîte que tu as lancée en 2022 avec un pivot en 2024. Est-ce que tu peux me faire le pitch? On n'est pas encore une fois dans Génération Do It Yourself. L'idée, c'est pas que de parler d'Ox et de ton parcours d'entrepreneur, même si c'est important, mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est aujourd'hui, Ox? Je vais faire très vite et j'ai quand même payé très très cher pour parler de Ox. Je rigole, c'est une blague. Du coup, Ox, à la base, on l'a créé d'un postulat qui était simple, qui était de se dire, on était très LinkedIn, on a regardé beaucoup ce marché-là et on trouvait que sur LinkedIn, il y avait plein d'experts qui commençaient à devenir un peu des créateurs de contenu sans même s'en rendre compte à travers leur partage du quotidien et de leur réussite. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Qui partageaient des sujets du quotidien. Et on trouvait que sur LinkedIn, on n'avait pas grand-chose à exploiter pour se l'approprier à soi-même et à vraiment tirer le son de quelqu'un qui avait eu un échec ou un succès. Et de l'autre côté, on trouvait que les formations qui existaient pour devenir meilleur dans des thématiques étaient souvent trop chères et trop niches. Et donc, du coup, on s'est dit, on va créer un positionnement entre LinkedIn qui creuse pas assez et qui est gratuit et les formations trop chères, trop niches. Et on va les cibler des experts où pour des petits abonnements mensuels, tu peux développer des skills dans du marketing, dans de la com, dans de l'entrepreneuriat, dans 1001 secteurs. Donc, identifier des experts sur LinkedIn que tu voyais, eux, diffuser mais sans monétiser directement et leur proposer de monétiser ce savoir-faire sous forme de formation en utilisant LinkedIn comme caisse de résonance. Exactement. Voilà, sur une nouvelle plateforme, un nouveau réseau social à l'époque qu'on avait créé. Et l'idée, 2022, on disait. 2022, et tu vois, on a sorti la première version début 2024. On a eu un certain temps parce que on n'est pas des techs, on a lancé une boîte tech, on a dû lever des fonds pour recruter une équipe. Donc on a mis 6 mois de prépa, 2-3 mois de levée, un peu plus d'1,5 million. Et là, on a créé le produit qui a mis 4-5 mois à exister, quoi. Okay. Et donc, du coup, à la base, c'était pour caricaturiser un mime ou un OnlyFans sans le contenu pour adultes, mais le même modèle, abonnement mensuel à des personnes que tu suis, non pas pour du porno comme pour eux, mais pour de l'expertise ou apprendre des choses. Ce qui s'est passé très rapidement, c'est qu'on a signé à peu près 250 créateurs en 1 an, sans le projet, vu qu'on était en train de le préparer. C'était gratuit pour eux. C'était gratuit pour eux. Mais passer un peu de temps à structurer leur contenu sous... Ils devaient amener de la valeur, ouais, quoi, parce qu'ils faisaient payer une audience qui n'avait pas l'habitude de payer. Eux-mêmes n'avaient pas l'habitude de créer du contenu payant, donc c'est pas la même pression quand tu fais ton post LinkedIn gratos ou si tu fais payer ne serait-ce qu'un euro ton post. C'est clair. C'est une autre façon d'appréhender les choses. Et la grande erreur que j'ai faite, c'est que je me suis un peu emballé commercialement. On a commencé à signer beaucoup de personnalités, à passer des partenariats avec des grandes maisons de disques pour avoir des artistes, des chanteurs, des comédiens qui faisaient du contenu exclusif, soit d'apprentissage, soit de coulisses, de backstage. On sort la première version en février 2024, donc il y a, 10 mois. Et ça prend pas au bout de 2 mois. On a un MRR complètement pourri. Galère de gérer beaucoup de stars avec les agents. Bref, c'était un vrai travail de fourmi. Et donc, du coup, on décide au mois d'avril de down l'application, de la jeter, entre guillemets. Alors, on l'a gardée, mais en tout cas, de la sortir des stores
et de repartir sur un nouveau produit basé sur nos apprentissages. Ok. Et si je te refais le nouveau produit en 30 secondes. Vas-y, puisque c'est celui qui nous en... Je parle plus de Hux, mais en gros, aujourd'hui, on est en modèle Shopify. Donc, en fait, Shopify, c'est, on va dire, le meilleur outil que tu vas utiliser pour vendre pour faire du e-commerce. Donc, un modèle marque blanche qui te permet d'avoir toute la technologie pour vendre et gagner de l'argent. Bah, nous, on fait exactement la même chose que Shopify, non pas dans l'e-commerce, mais dans la vente de contenu digital. Donc, on vend un outil tech, un SaaS, à des créateurs de contenu, des coachs, des formateurs ou des marques. Et à travers notre outil, ils peuvent avoir toute la panoplie d'outils de monétisation digitale, à savoir de la newsletter, des espaces de discussion, un espace pour héberger de la masterclass de la formation, un outil pour faire de la vision en individuel ou collectif, payante ou gratuite, gérer des événements. Donc, c'est ce qu'on appelle un outil all-in-one. Ok, ouais, et qui permet donc, je résume, à n'importe quel créateur de contenu de monétiser son contenu. C'est sa plateforme qui va l'aider à tout faire, gérer sa communauté, monétiser, prendre des abonnements, etc. Et vous avez développé cette techno. Et c'est quoi le modèle économique ? Le modèle économique, il est simple. Le créateur paye un abonnement mensuel pour accéder à notre outil, 50 € par mois ou 40 € par mois si c'est à l'année. Et après, nous, sur les flux financiers, on prend 5% de frais, ce qui inclut Stripe, le prestataire de paiement, et notre commission. D'accord. Donc, tu prends 95% de tes gains et tu nous payes 50 € par mois. Et tu payes 50 € par mois. Et il n'y a pas de palier en fonction après du nombre de... Ça va arriver. Ça va arriver. C'est tout récent dans cette nouvelle version. Ouais, la nouvelle version est sortie il y a 3 semaines et nos concurrents sont entre 200 à 400 € par mois. Donc, on sait qu'on est très pas cher sur le marché. On est évidemment moins bon vu qu'on est tout bébé. Ouais. Et là, on est plus dans une logique de tester un maximum et d'avoir un maximum d'utilisateurs que d'être rentable ou de gagner de l'argent, tu vois. Ouais. Et quel type de créateur de contenu vous avez ? Est-ce que historiquement, donc vous étiez quand même plutôt sur une cible un peu B2B, développement perso, pro, etc. Est-ce que vous êtes encore sur cette typologie ou vous allez voir tous les créateurs de contenu ? On va voir tous les experts. On va voir tous les experts avec un minimum. Il y a quand même une notion d'expertise. Ouais. C'est vraiment quand même, il y a une notion chez Hux d'expertise. Alors aujourd'hui, oui, parce qu'on accompagne chaque créateur gratuitement pour le faire performer en lui donnant des skills, en l'accompagnant, etc. Parce qu'on investit beaucoup sur nos créateurs et qu'on n'est pas dans une logique de rentabilité. On va chercher ce que dans la startup ils appellent le POC, la proof of concept, donc avoir des premiers créateurs qui gagnent vraiment leur vie. Demain, par contre, tu veux vendre des photos de tes pieds, utiliser notre outil, ce sera pas le meilleur parce que Mime et OnlyFans sont spécialisés pour de la vente de contenu pour adultes, donc ils le feront mieux que nous. Tu veux nous utiliser, vu que nous, on est en SaaS marque blanche et qu'on n'est pas rattaché au créateur en direct. Ça peut marcher. Là où dans l'ancienne plateforme, on pouvait pas parce que c'était un réseau social, on était garant du contenu, donc on faisait encore plus attention. Maintenant, nous, dans notre démarchage, on va chercher des créateurs entre 10-15 000 abonnés jusqu'à 200 000 à peu près, des couturiers, des éducateurs canins, des magiciens, des psychologues, des profs de langue, enfin n'importe quelle expertise ou des gens plus dans le marketing, le business, etc. Ouais, la grosse différence effectivement, c'est que tout ça se passe côté du créateur. Voilà. Vous avez plus de gestion de communauté, Non. on peut plus chercher il n'y a pas de moteur de recherche pour chercher un expert, il n'y a pas de plateforme en tant que telle. C'est vraiment un outil SaaS marque blanche. Aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. On n'est pas à l'abri d'évolution, etc. Et demain, t'en es suffisamment et que tu te dises, ce serait bien d'avoir un petit moteur de recherche. Ouais. Combien d'experts, combien de clients abonnés ? Alors, encore une fois, c'est très tôt, donc j'attends pas des millions. Non, il y en a pas. Il y en a pas de toute façon. Aujourd'hui, on a à peu près 120 créateurs investis qui lancent des communautés, donc 120 communautés qui sont en train de se créer. Une dizaine déjà lancées sur hier, avant-hier. Enfin, vraiment, le produit a été terminé il y a 3 semaines. On a onboardé tous les créateurs. Ils sont en train de se préparer. Et en termes de personnes sur la plateforme, on a quand même un peu de monde. On a 7000 personnes qui se connectent assez régulièrement sur les 3 premières communautés qui sont lancées. Donc, c'est assez incroyable. C'est pas 7000 personnes qui payent. Non. Mais c'est 7000 personnes qui ont rejoint l'aventure et qui nous permettent aussi d'améliorer le produit au jour le jour, vu que on est dans une phase où on les appelle tous les jours, on prend leur retour sur le produit, sur tout ça pour co-construire avec. Ouais, améliorer le produit. Il y a tout à faire encore. Il y a encore tout à faire. Ouais. Et c'est intéressant quand même cet accompagnement parce que ça vous coûte et c'est vraiment pour tester. Parce que l'accompagnement que vous faites de l'expert, c'est quoi ? C'est quelques formations, c'est que vous lui prodiguez, c'est vraiment du temps. Vous passez du temps avec ? On passe beaucoup de temps. En vrai, beaucoup trop, c'est pas rentable de passer autant de temps, mais encore une fois, on s'en fiche. Aujourd'hui, besoin d'apprentissage aussi. C'est ça, et en fait, on s'est rendu compte que 90% des experts, si c'est pas 100%, ont atteint les 90% pour savoir vendre une expertise, parce qu'ils ont cette expertise, mais ils ont pas les 10%, pardon, je me suis un peu embrouillé, ils savent pas la vendre. D'accord. Donc en fait, il y a plein de gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais ils masterisent leur contenu, mais ils savent pas ni se vendre, ni le vendre. Et pourtant, c'est la partie la plus simple de vendre quelque chose quand on est expert, qu'on a une légitimité, qu'on a une communauté. C'est juste des process à respecter, des méthodes de vente, des tunnels d'acquisition, et ça marche. Il y a des méthodes, c'est comme ça. Et donc du coup, nous, on va leur apporter cette petite clé en plus qui est de comment je bascule d'un expert reconnu qui n'a
n'a jamais rien vendu, à je suis capable de vendre du contenu digital et en vivre pleinement. Donc en fait, on a créé une formation qui inclut 32 modules avec toutes les étapes de vente. On a passé un mois à la créer. Et aujourd'hui, on l'offre à tous nos créateurs qui prennent l'abonnement à l'année. Ils font un petit engagement, ils payent 480 € hors taxe. Ils font ce petit engagement un peu moral de mettre des sous. Nous, en contrepartie, tu as cette formation qui vaut plus de 1 000 € et qui inclut aussi 4 heures d'accompagnement en one-to-one avec nous pour mettre de l'énergie là où il y a besoin. Mais je vais jusqu'à écrire le pitch de vente de chaque créateur en fonction de leur positionnement, etc. quoi. Donc, ouais. Bon, j'espère qu'au bout d'un moment, ça se sera fait automatiquement, qu'il y aura une IA qui pourra faire ça et que tu pourras vraiment avoir un vrai SaaS avec zéro interaction. C'est le but. Dans un monde idéal. C'est le but. C'est le but, bien sûr. Mais en fait, avant de templétiser des process, il faut trouver ce qui marche le mieux. Et du coup, pour trouver ce qui marche le mieux, il faut accompagner tout le monde individuellement. Exactement. Et trouver des dénominateurs communs pour le templétiser, quoi. Exactement. Top, donc à suivre. Là, c'est encore tout récent. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'apprentissage encore à avoir. Mais ce sera plutôt à suivre. Je voulais surtout, évidemment, aussi t'interroger sur la relation entre les médias, les journalistes et les créateurs de contenu, puisque c'est un sujet quand même dont on parle depuis quelques années concernant le rôle, les interactions, les différences entre journalistes et créateurs de contenu. Les frontières, elles sont de plus en plus floues, ça se confond, et je sens un peu aussi de défiance, tu vois. Il y a eu un exemple très concret au début de l'été avec Mathieu Stéphanie, mon associé, donc qui a ce podcast Génération Do It Yourself, où il a reçu Emmanuel Macron à l'entre-deux tours, et derrière il y a eu quand même plein de reprises de presse, certaines très positives, d'autres un peu négatives, genre c'est pas du vrai contenu, c'est pas un média, c'est pas un journaliste, etc. Et on sent quand même un peu cette tension entre d'un côté les médias un peu legacy, les journalistes, etc. Et puis le côté après créateur de contenu où c'est un peu le Far West aussi quelque part, hein. Tu le sens, toi, cette différence, cette tension qu'il peut y avoir entre les deux? Grave, mais je pense que on s'en fout que ce soit un journaliste qui interviewe ou pas. C'est-à-dire que je reviens toujours à la même chose, je suis désolé, mais à s'identifier à quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je m'identifie plus à un Mathieu Stéphanie qu'à un journaliste. Et si ce qui compte, c'est les échanges qui en ressortent, le fait qu'on arrive à mettre l'interviewé, dans des bonnes conditions pour raconter des choses qu'il raconterait peut-être pas, que ce soit un journaliste, le boulanger du coin ou autre, tant qu'on arrive à avoir l'information, ça reste le but final. Et tant que aussi un Mathieu Stéphanie ne se définit pas en tant que journaliste, mais c'est pas ce qu'il fait. Donc en fait, moi je pense que les journalistes, ils ont peur, ils comprennent que tout évolue, comme quand il y a eu Internet qui est arrivé, des gens qui ont peur, comme aujourd'hui des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle avec les jobs qui vont évoluer, bref, tout ce qui va s'en suivre. Je pense que dans le milieu des médias, c'est la même chose. T'as la pensée archaïque qui est la peur du changement, et t'as les autres qui foncent et qui n'ont pas peur et qui avancent et qui, journalistes ou pas, on a la capacité d'interviewer si on est bon, quoi. Ouais, mais c'est vrai que tu peux te sentir menacé quelque part, cet essor de la creators economy, en disant, en fait, on n'a plus besoin de nous, nos métiers, n'importe qui peut se prétendre, moi j'ai fait des études, etc. Qu'est-ce que tu aimerais dire à un journaliste aujourd'hui, justement pour le rassurer peut-être par rapport à ça? Comme certains l'ont fait, qui deviennent créateurs de contenu, qui s'adaptent. Et on en voit de plus en plus. Et on en voit de plus en plus, tu vois. Le dernier exemple, là, je sais pas, vu Claire Chazal qui s'est lancée sur YouTube en direct, donc sans média quelque part, c'est elle le média. C'est un exemple parmi d'autres. Et qui commence à être dans des agences de talent que je connais aussi. Donc tu vois que des agences de talent commencent à avoir des journalistes qui comprennent que aujourd'hui une image de marque, ça se valorise, ça se monétise, qu'aujourd'hui si tu veux parler à tout le monde, tu peux pas parler qu'à la télé. Moi typiquement, regarder la télé, c'est pas mon quotidien. Je me regarde beaucoup de légendes de Guillaume Play, j'aime bien les parcours inspirants, encore une fois. Quand je vais consommer, je vais pas sur la télé. Donc il faut que les journalistes viennent sur notre consommation à nous s'ils veulent qu'on continue de les écouter. Effectivement, il faut aller là en tout cas où ils sont. Après, il y a aussi, tu vois, il y a quand même des vrais usages de la part des consommateurs qui distinguent pas forcément, je reviens un petit peu entre, pas une opposition, je veux absolument pas opposer journalistes et créateurs de contenu, mais quand tu es un usager, tu fais pas forcément ce distinguo. Par exemple, tu vois, tu prenais Hugo Décrypte, tu sais pas de base s'il est journaliste ou pas. Tu vois, moi, mes enfants le regardent, ils sont pas posés la question est-ce qu'il est journaliste ou pas. Et pourtant, un journaliste, tu vois, lui, il a une formation, il y a une certaine éthique, il y a des méthodes, etc. Normalement, le contenu a été vérifié. C'est pas évident. Comment est-ce qu'on pourrait... Je cherche pas à les mettre au même niveau, ni à les opposer, mais tu peux te poser des questions quand même quand tu es journaliste en disant, mais attends, il y a un vrai travail à faire derrière. Ça, c'est vrai. Il y a deux rôles. Il y a déjà le rôle de la modération du contenu et de la vérification des sources. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a, encore une fois, le libre arbitre du consommateur de se dire, est-ce que je l'écoute, est-ce qu'il dit la vérité ou pas? On voit aujourd'hui des journalistes qui sont archi engagés et est-ce que ça reste des journalistes ou pas? Moi, je pense que oui, parce que... Oui, tu veux dire engagés dans le sens qu'ils ont déclaré leur combat. Ah ouais. Ils sont engagés. Clairement, clairement, tu vois. De toute façon, c'est un peu aussi ce
qui est demandé, j'ai l'impression. C'est demandé, quoi. que tu ailles, mais des deux côtés, de la gauche comme de la droite. Enfin, t'écoutes un CNews, tu sais que c'est plus de droite, tu regardes un quotidien, tu sais que c'est plus de gauche. C'est pas pour autant que c'est pas un journaliste, même, enfin, que je les aime ou que je les aime pas. Bien sûr. Chacun a son. Et je pense qu'aussi, aujourd'hui, on prend tellement les sujets à cœur, on est tellement dans un milieu de consommation important que c'est très très dur de garder une neutralité totale. Même ils demandent un nombre d'invités pile poil, enfin à la télé ou quoi, tu sais, il y a des règles, il faut que ce soit. Ouais, bien sûr, sur la neutralité, sur le temps de parole. Et je trouve que c'est déjà bien, c'est ça qu'il faut. Et après, encore une fois, tu veux rassurer tes idées de gauche, tu vas plus sur Quotidien, tu veux rassurer tes idées de droite, tu vas plus sur CNews, tu veux un entre-deux, je sais pas trop où tu vas, mais tu trouves sur Internet, voilà, tu vas sur Le Monde. Et donc, non, moi en tout cas, je pense juste qu'il faut faire attention, mais c'est plus la responsabilité des réseaux. Pour les, tu vois, les 12-18 ans qui n'ont pas encore peut-être ce recul ou ce libre arbitre, tu parlais de tes enfants. Ouais. Tu vois, Hugo Décrypte, il parle bien, il a une bonne tête, il est sympa. Demain, il raconte une connerie, je suis sûr qu'il arrive à la faire croire à plein d'enfants. Ah, ce serait dingue, il a un pouvoir. Il a un pouvoir de fou. Donc, je pense que c'est plus aussi, je crois que c'est l'Arcom qui contrôle ce qui se passe à la télé ou quoi, de peut-être aussi mettre des organismes de vérification sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est pas à délaisser, et c'est là où on s'informe, quoi. Après, il y a aussi un sujet, tu vois, qui est sur la rémunération un peu du travail. J'ai l'impression qu'il y a quand même un combat commun entre les créateurs de contenu et les journalistes, de se dire, il faut rémunérer ce travail, ce temps qui est passé, et que c'est pas toujours évident de faire comprendre la valeur du travail, notamment jeunes audiences sur les réseaux sociaux où t'as l'impression que tout est gratuit, on peut se partager des articles sur les réseaux, etc., ou les créateurs qui se font copier complètement leur contenu repris par d'autres. Que t'as des bonnes pratiques comme ça en tête? Oui. Déjà, il faut se dire qu'en France, on est toujours en retard. Donc là, on parle de la France et du marché français, celui qu'on connaît. Aux États-Unis, payer ton journaliste 5 ou 10 balles par mois pour avoir son édito et son contenu, c'est monnaie courante. C'est plus facile. Tu vois, un Substack, par exemple, je sais pas si tu connais, c'est un des numéros 1 mondiaux de la newsletter. La plateforme de newsletter. C'est ça. Et il y a plus de 60 000 journalistes indépendants autonomes aux États-Unis qui ne vivent que de leur Substack. Et certains, même très bien. Très bien. Casey Newton, etc. Ouais. Donc en fait, ça, moi, j'adore. Parce que t'es indépendant, t'es autonome, tu fais le journalisme à ta façon. Si tu veux parler que de la guerre en cours, tu parles de ce que tu veux et tu trouves tes 300, 400, 500 membres qui te donnent ta force tous les mois, qui te donnent tes 5 ou 10 balles et tu en vis très bien. Et t'as l'impression que c'est plus difficile en France? Ouais, en France, la ça, culture du paiement. Au-delà de la différence de taille, parce que plus le marché est gros, plus il y aura de monde à convaincre, etc. Tu sens qu'on est un peu en retard sur cette culture de payer pour du contenu. Oui, et je l'ai vécu. Tu vois, je l'ai vécu quand on a lancé notre première version, même si c'est pas de la newsletter ou du journalisme. On voyait que les gens, même pour une star qu'ils aiment bien, payer un 5 balles par mois, c'est quelque chose. Et je le comprends. Aujourd'hui, on fait attention à tout ce qu'on dépense et ça se ressent dans la consommation française. Donc, le Français qui dépense son argent, il va être sûr d'avoir de la rentabilité derrière. Ou en tout cas, un vrai intérêt. Et on l'a vu dans les médias. Si on continue de parler des journaux, par exemple, il y a 20-30 ans, tout le monde consommait en papier. Il y a 10-12 ans, tu m'excuseras, 3-4 années près, ils ont dit, on passe tout en gratuit, on fout une tonne de pubs dedans avec des encarts publicitaires de malades, des vidéos qui se lisent. Bon, bref, consommer un article, c'était une angoisse. C'était l'arbre de Noël, on disait à l'époque. Ouais, voilà, tu as la meilleure expression que moi. Et depuis quelques années, ils recommencent à te faire payer pour avoir ta vraie consommation et ça commence à reprendre. Ouais. Donc moi, je crois beaucoup au principe de payer parce que déjà, dans ta consommation, t'as ne serait-ce qu'1 euro, t'as envie de bien le consommer. Quand tu dépenses ton argent, t'as pas la même façon que quand c'est gratuit et que tu te dis, on s'en fout un peu. Et je pense que tout travail mérite salaire. En tout cas, moi, je paye sur plein de trucs comme ça. Enfin, j'aime donner de la force. Après, c'est chacun sa possibilité de payer, sa mentalité. Non, bien sûr. Mais après, ça peut être très peu, ça peut être 1 euro par mois, mais c'est important. Et il y a quand même une explosion aussi de l'offre, des abonnements. Tu vois ce que je veux dire? C'est évidemment, il y a les gros, il y a les Spotify, il y a des Netflix, des médias, etc. Mais donc, par des plateformes comme la tienne, Ox, ou d'autres, tu as de plus en plus de sollicitations sur de la monétisation. Toi, ta baseline, c'est monétiser son expertise n'a jamais été aussi facile. Est-ce que c'est pas plus difficile aujourd'hui avec cette explosion de l'offre payante, du service, etc., de l'abonnement? C'est pas plus difficile? Si, mais alors oui et non. Oui, c'est plus difficile parce qu'il y a une offre de dingue. Non, c'est pas plus difficile parce qu'il y a des outils qui te permettent de beaucoup mieux le faire. Il y a des stratégies qui sont prouvées. Et ce qui se monétise toujours le mieux, c'est la niche. Tu vois, on parlait de Mediarama qui a peut-être une moins grosse audience qu'un Génération Do It Yourself, etc. À peine. Mais on s'en rend compte. Et demain, tu crées une offre ciblée dans les médias, même si tu as, je sais pas, 1000, 5000, 10 000 auditeurs versus 500 000. Les gens qui écoutent ta niche sont plus aptes à payer parce que tu es positionné comme une référence et tu as une légitimité dans ton secteur. Et ça, même si tu vends à 3 personnes par mois, mais ce qu'on appelle du high ticket, un vrai truc cher, tu peux gagner beaucoup plus qu'un Génération Do It Yourself qui parle au à moi comme à mes parents. Ouais. Donc en fait,
Oui et non. Enfin, au CPM, en tout cas, t'as compris à l'écoute, on va dire. Exactement. Et typiquement, tu vois, un génération do it yourself, il peut bosser avec plein de marques différentes. Un média comme le tien, il va pas bosser avec plein de marques. Je vais pas bosser avec un Renault, par exemple. Tu peux pas bosser avec un Renault. Mais par contre, tu peux bosser avec une boîte où sa vraie cible, c'est le B2B dans ton secteur et il va payer beaucoup, beaucoup plus cher son auditeur unitaire. Donc de la niche. De la niche. De la niche, de la niche, de la niche. Tu vois, nous, c'est tout ce qu'on demande à faire à nos créateurs. Enfin, j'ai un exemple parlant. Un couturier qui m'a dit qu'est-ce que je vais vendre? J'ai 50 000 abonnés. Je peux te vendre autant une formation à 3 000 balles pour apprendre à être couturier qu'une formation à 10 balles pour faire ton pull en laine le dimanche. Bah, au final, on a travaillé avec l'intelligence artificielle, on bosse beaucoup avec, et on lui a créé une offre pour permettre aux propriétaires d'animaux domestiques de coudre sur mesure leurs vêtements pour animaux. Et ça, tu vas chercher de la niche de niche. Ça, c'est de la niche. Tu vois, ouais. Et tu vas pas le vendre à 10 000 personnes, mais par contre, celui qui a déjà ressenti dans son moment, putain, je peux pas habiller mon animal comme je voudrais, j'aime bien la couture, bah celui-là, tu peux lui vendre du high ticket. Donc, moi, je crois beaucoup à la niche. Je crois beaucoup à la niche, je pense que c'est l'avenir, et je pense que si on regarde les États-Unis, les gens ont l'habitude de payer pour apprendre, pour du contenu, pour se renseigner, pour soutenir. Dans 10 ans, je pense qu'en France, ce sera plus banalisé en tout cas. Est-ce qu'on peut, si je tire un peu le trait, si je suis un média, se dire j'aurais intérêt à proposer des abonnements, non pas un abonnement, mais peut-être plein d'abonnements, lancer des newsletters très niches et puis essayer de monétiser. Parce que tu sais, il y a par exemple cette notion, je prends le New York Times par exemple, qui a une espèce de bundle. Tu t'abonnes et dans ton abonnement, bah, t'as le média évidemment, mais t'as aussi des recettes, des jeux, du média sportif. T'as vraiment plein de choses et des newsletters, etc. Est-ce qu'on pourrait se dire que ça pourrait être intéressant de splitter tout ça et d'avoir des abonnements où je peux m'abonner à une newsletter du média ultra niche que je trouve nulle part ailleurs? Tu penses que ça pourrait être ça, des plus petits abonnements mais plus niche? Grave. Et il faut se dire que quand tu as déjà donné à quelqu'un l'envie de payer pour ne serait-ce qu'un euro par mois, si tu pars sur une niche, et que déjà, il faut toujours amener vraiment de la valeur et être moins cher que ce que ça vaut vraiment. C'est ça qui. C'est-à-dire, si tu sais que tu c'est quoi, c'est une ficelle marketing un peu en termes de perception? C'est ma vision. C'est ma vision. Je te dis pas que je sais pas, j'ai pas fait trop d'études. J'ai arrêté à 18 ans, donc je sais pas ce que dirait un prof en marketing et en stratégie d'acquisition. Par expérience, mon feeling, c'est que si tu sais que ta newsletter, déjà, il faut pas se mettre la pression, il faut tenir dans le temps. Donc si tu sais que tu te lances en tant que Mediarama qui fait une newsletter toutes les semaines et que ça devient une angoisse chaque semaine, t'es pas à jour, c'est une vraie pression, tu racontes un peu du bullshit parce que t'es obligé de tenir ton engagement de la semaine, c'est déjà une connerie, c'est pas dans les bonnes conditions. Donc mieux vaut partir sur une fois par mois, amener un max de valeur. Tu sais que ça vaut peut-être 7-8 euros sur le marché, mais là à 2 balles, et tu vas te servir de ces premiers clients où tu as amené beaucoup de valeur et où tu les as conquis pour faire ce qu'on appelle de l'upsell et dire bah tiens, il y a cette nouvelle newsletter qui arrive, il y a ce nouvel outil, il y a ces nouvelles vidéos exclusives, et en fait tu auras déjà un panel de gens qui ont déjà mis la main au portefeuille. C'est le plus dur. Te faire mettre les 20 centimes par mois, c'est beaucoup plus dur que de passer de 20 centimes à 10 balles. Donc oui, moi je crois à la monétisation. Donc stacker un peu sur de l'upsell en rajoutant des produits. J'y crois. Okay. Exactement. Et faire du gratuit aussi. C'est ce que vous faites déjà, mais faire du gratuit. Tu vois, sur les plus intéressés, un webinar, le groupe de 20 personnes, on pose toutes les questions à François une fois par mois de 19 à 20h le mercredi. Bah ça, ils vont voir ton expertise en live, ils vont trouver bon, et à la fin, offre spéciale, au lieu de 500 balles, payer 200 balles et 2 ans d'abonnement offert avec ton média. Des business. Mais je vous rassure, hein, Mediarama, le podcast reste gratuit. Mais après, on a d'autres podcasts chez Orso, etc. Donc il y a plein de sujets qui peuvent aussi être intéressants là-dessus. Je reste un peu sur les sujets monétisation, parce qu'en regardant du côté des créateurs de contenu, j'ai l'impression que parfois c'est un peu n'importe quoi. Là, pour le coup, chez les médias, il y a une forme d'uniformisation des prix des abonnements, tu vois, c'est pas tout et n'importe quoi. On sent quand même, c'est plutôt réfléchi. Sur les créateurs, tu peux avoir des mecs inconnus qui proposent des formations à des prix délirants, avec des remises qui sont délirantes. J'ai l'impression un peu que c'est des arnaques. Alors qu'il y a des créateurs très légitimes, hyper pointus dans ce qu'ils font, qui sont des rockstars dans ce qu'ils font, avec des coûts très bas. Comment est-ce que tu perçois ça? C'est encore le Far West? Oui, c'est encore le Far West, on le voit. Ce que tu dis, on le voit tous les jours. C'est vraiment notre quotidien d'aller chercher justement ces créateurs qui font pas du bullshit. C'est, encore une fois, c'est ce que je te disais, si tu appliques des vraies méthodes de vente, c'est très facile. Demain, tu te lances en tant que François, coach en séduction. Tu vas juste faire le bon contenu, tu vas te positionner comme il faut sur Insta, tu vas faire du message tous les jours automatisé par IA. Je te garantis que si tu travailles tous les jours, dans 3 mois, tu vends 2-3 formations à 1500 balles. Et tu te fais ton 3-4 000 euros par mois parce que tu t'es improvisé coach en séduction. Donc, c'est dur de trouver. Ça marche. C'est mécanique, tu fais de l'acquisition, tu as un bon tunnel, etc. Ouais. Et je te parle avec 0 budget marketing et ads. Juste en organique, mais en bossant 8 heures par jour. Il y a plein de méthodes. Aujourd'hui, tu as des outils où tu mets, c'est marrant, mais c'est intéressant, même ça peut vous servir pour le média. Tu te connectes à l'outil, ça coûte 60 balles par mois. Tu mets les liens de tous tes concurrents sur les réseaux sociaux, donc d'autres médias par exemple, dans les médias, qui parlent des médias.
Et en fait, cette intelligence artificielle, elle va venir liker les stories de gens qui sont abonnés à ce média. Donc, tu sais que c'est des cibles potentielles, vu qu'ils ont un centre d'intérêt. Des espèces de look-alike un peu Exactement, à Facebook. Exactement. Et ça va venir faire des likes, ça va venir s'abonner et se désabonner pour pas que tu t'abonnes à trop de monde. Et donc, en fait, naturellement, tu vas gagner des abonnés intéressés. Donc, tu vas avoir un panel de gens intéressés. Petit message automatisé quand ils s'abonnent que tu peux paramétrer. Et en fait, en dormant, tu vas gagner des abonnés intéressés par ta niche qui vont recevoir un message, tu peux créer une conversation par un bot et toi après... Et ça marche encore parce qu'on faisait ça quand même déjà sur Twitter il y a 10 ans, j'ai l'impression, et ça marche encore. Ça marche encore. C'est le même mécanisme. C'est les mêmes mécaniques, évidemment. Alors aussi, il y a autre chose, c'est que ce qui compte, c'est la valeur transmise. Quand tu vends quelque chose, c'est la valeur transmise et les résultats que tu promets. Ouais. C'est-à-dire, si à la fin que tu promets que... En fait, c'est beaucoup plus fort de dire avec Mediarama, je te garantis que chaque mois, tu as un expert et que tu peux tenir n'importe quelle conversation autour des médias à table, en famille, versus avec Mediarama, tu vas connaître les dernières nouveautés. Enfin, il faut pas vendre le truc en tant que tel. C'est du marketing. Il faut vendre l'effet rendu. C'est comme si tu vends un programme pour maigrir. Tu dis pas, au bout de 3 mois, tu vas perdre 10 kilos. Tu dis, au bout de 3 mois, je vais te permettre de te sentir mieux dans tout corps, de retrouver confiance en toi à la plage quand tu te balades torse nu. Et en fait, tu vends un effet transmis et la valeur transmise. Pas le résultat. Exactement. Enfin, plutôt, même pas le résultat, mais plus la conséquence sur ton quotidien. Et c'est cette conséquence-là sur ton quotidien qui vient toucher l'émotionnel de la personne, mais on est tous comme ça. Et ça veut pas dire que c'est un mensonge ou du bullshit. Hein. Non, il n'y a pas forcément de mensonge. Non. En tout cas, c'est juste ce qui fonctionne. Exactement. Et du coup, ça, c'est des techniques qui te permettent d'augmenter tes prix, d'augmenter ta valeur perçue, d'augmenter tes recos, d'augmenter la satisfaction. Et ça, pardon, j'essaie de voir si c'est un média, j'écoute ça, comment est-ce que je peux appliquer ça? C'est dans mon marketing éditorial, peut-être? Améliorer mes messages tu vois, dans les messages de conversion, dans les paywalls, peut-être, au moment de pourquoi je devrais m'abonner, etc. Ça peut avoir un intérêt. J'essaie de voir comment on peut avoir un petit apprentissage sur cette petite partie des ressorts émotionnels qui fonctionnent bien. T'as cité des super choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut s'emmerder. C'est-à-dire que t'as rien sans rien et il n'y a pas une audience qui est la même chez un tel ou chez un tel. Donc la meilleure façon de tester, tu prends 500 balles x2, tu fais 2 landing pages qui présentent ton offre payante, tu fais ton même budget acquisition et tu vois qui a le plus de clics et à quel endroit les gens partent du parcours et tu testes en permanence tes messages là où les gens sont plus satisfaits, en quête de satisfaction. Il faut s'emmerder pour réussir, de toute façon. Il faut tester. Moi, je suis un fan de l'A/B testing. J'ai un doute, j'ai un instinct. Tu sais, tous les chefs d'entreprise ont des convictions, sinon tu lances pas ta boîte. Donc, tu as un minimum d'ego qu'il faut absolument atténuer parce que ton ego te fait rien réussir. Oui, tu peux te planter. Je l'ai vécu. donc, en fait, ton instinct, il est très bien. Il faut le suivre un minimum parce que c'est ce qui fait l'âme d'un chef d'entreprise ou de quelqu'un qui entreprend. Je parle d'un chef d'entreprise, ça peut être un directeur marketing, n'importe qui qui a en tout cas la possibilité. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut effacer cet ego. Ok, j'ai ma conviction. Plutôt que d'investir 10 000 euros dans ma conviction, je prends juste 1 000 euros, je teste ma conviction et si elle est bonne, là je mets même 15 000. Mais je m'assure quand même du marché. Ouais. Parce que on est tous dans notre prisme. Ouais. On est tous dans notre prisme. Avec nos biais qui sont normaux, qui sont naturels, qui sont basés sur notre quotidien, là où on habite, nos métiers, bref. Non, c'est intéressant ça. Et j'imagine que là-dessus, l'IA, ChatGPT, ça doit être fou justement quand tu parles d'A/B testing, etc. Pouvoir tester des messages, en tester X variantes et la faire itérer là-dessus. Grave. Ça doit être... C'est mon meilleur pote. C'est ton meilleur pote. C'est mon meilleur pote, mais dans les benchmarks, quand tu analyses la concurrence, quand tu veux, comme tu dis, créer tes messages d'A/B testing, même nous, pour nos créateurs de contenu, ou nos formateurs ou nos coachs, toute la formation, sur 4 heures de formation, tu as 2 heures d'IA. Et je dis au mec, mets-toi derrière ton ordi, copie-colle mon prompt qui fait 2 pages, fais-lui parler comme ça. Et c'est l'IA qui a trouvé cette niche de apprendre à coudre des vêtements pour son animal domestique. Ouais. Parce que l'IA, elle est capable d'analyser les centres d'intérêt des gens, elle est capable de comprendre les pouvoirs d'achat d'une communauté. Donc en fait, toi, l'IA, elle est capable d'étudier l'audience de Mediarama et de te dire, c'est en moyenne un homme ou une femme de 35 à 60. Bref, elle te dit ta cible. Et de donner des idées de diversification, de modèles, de choses comme ça. Alors, je vais dire une phrase qui se dit beaucoup aujourd'hui, à laquelle je crois pas plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut toujours repasser derrière et c'est très bien parce que sinon l'humain ne servirait plus à rien. Je pense que dans 2 ans, t'as plus besoin de repasser derrière, mais l'humain, il sert quand même. Oui. Mais faut pas se cacher, vu comment elle est forte l'IA en quelques années, je pense que dans 2-3 ans, elle apprend tellement vite que... Voilà, en tout cas, il faut se l'approprier tout de suite. Ah ouais. On parle régulièrement, et c'est le cas dans les médias. Moi, tous les médias quand même que je vois, je pense qu'il n'y en a pas un qui s'est pas posé la question. Mais en tout cas, voilà, il faut continuer, c'est important, et surtout sur le marketing. En l'occurrence, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Ne serait-ce que sur l'A/B testing, ça peut être pas mal. Sur les modèles de revenus, toujours des créateurs, est-ce que tu as vu des modèles un peu originaux chez les créateurs que tu côtoies, que tu trouves des modèles que tu trouves intéressants, qui sont pas forcément ceux que tu as retenus pour Ox? Voilà, ça m'intéresse de voir si tu as vu des choses un peu originales. Ouais, je t'en parle dans 30 secondes parce que je veux juste rebondir sur un dernier truc. Ça peut t'intéresser et je pense que ça va intéresser aussi les auditeurs.
J'ai un pote à moi, tu vois, pour te dire la puissance de l'IA, qui est en train de créer des avatars, donc des clones, qui parlent comme toi et moi, on a l'impression que c'est les gens réels et c'est des IA. Il le nourrit quotidiennement par ChatGPT qui parle des sujets d'actualité, 24-24, et en fait, il crée une chaîne live 24-24 par un avatar qui parle basé sur le discours de l'IA. D'accord. Donc en fait, donc tu un peux créer speaker, avatar. un speaker 24-24. Ok. Mais tu vois, donc... L'idée de produit. on peut dire, et c'est ouais. les prémices de ça, donc dans quelques années, ça risque d'aller très loin. Ouais, Voilà, je voulais juste rebondir sur c'est ce... une bonne idée. Si t'as le lien, si c'est live, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait. On est toujours curieux chez Mediarama de voir ce qui se fait avec l'IA et comment on peut se l'approprier et pour pas se faire remplacer, évidemment. Sur les modèles de revenus un peu originaux. Alors, sur les modèles de revenus, une des meilleures stratégies pour ceux qui vendent du contenu en ligne, je parle encore de ce marché-là, mais je pense que ça... Mais je pense même, tu sais, en général, les gros groupes ou les médias ou les personnes qui ont déjà réussi, mais que ce soit dans les médias ou dans n'importe quel secteur, sont souvent ceux qui prennent le moins de risques. Parce qu'ils ont déjà une place qui est assise. Et souvent, ils vont attendre que les tout petits qui ont rien à perdre, un peu comme nous, testent des trucs et que ça marche, parce que nous, on peut se planter 15 fois, on s'en fout, on n'a pas de réputation à tenir, on est personne. Et quand ça va marcher, ils vont venir s'en inspirer. Pourquoi je te raconte ça? C'est que aujourd'hui, un des modèles qui marche le mieux quand tu vends du digital, c'est de faire un webinaire gratuit. Donc en fait, mais ça peut être Mediarama qui lance son webinaire. Ouais, mais on en voit tous passer sur LinkedIn, en l'occurrence. On les voit tout le temps. Il y en a tout le temps. Et en fait, pourquoi ils font ça? C'est qu'ils te vendent un truc cher. Ce truc cher, tu dépenses pas si t'es pas. Tu dépenses si t'as un pote qui l'a fait et qui te dit c'est chambé. Ouais. Tu te poses pas de questions. Recommandation. Reco, c'est le. Prescription, on va dire. C'est le truc le plus fort. C'est le truc le plus fort parce que t'as quelqu'un de confiance qui a pas un intérêt financier à te recommander quelque chose. Donc tu sais qu'il y a une objectivité réelle. Et du coup, ce qui marche bien, c'est justement ces webinars où pendant 2-3 semaines, tu fais un tunnel de vente, tu fais de l'ads, tu ramènes un max de monde à ce webinar. T'as 100, 200, 500, 1000 personnes connectées. Et pendant ce webinar, t'étales ta science. Tu montres un peu toute ton expertise, à quel point. Mais tu parles même pas au début de ce que tu vends quelque chose. En fait, au fur et à mesure, tu commences à faire comprendre que ce que tu dis, c'est chambé, mais si tu veux avoir le top du top, il faut payer quelque chose. Et que pour justement que les gens du webinar, tu fais un prix. Et ça, typiquement, tu vois, je l'ai jamais vu pour un média, mais un média où tous les mois, c'est intervenez, posez-moi vos questions, tu donnes des temps de parole aux gens et tu dis, bah, à la fin, si vous voulez plus vivre ce genre de truc, on fait une offre exclusive pour vous qui êtes les premiers participants sur un an au lieu de X euros, c'est X euros. C'est des trucs, je suis sûr que ça va arriver dans les prochaines années. Je suis sûr. J'ai un exemple tout bête, mais mon outil, à la base, je l'ai créé pour des créateurs. Et aujourd'hui, on commence à avoir des marques qui viennent nous voir parce que comme on se disait en off, il y a un groupe qui investit chez nous, qui commencent à nous dire, et nous, est-ce qu'en tant que marque, on peut créer des communautés engagées et qui veulent utiliser notre outil comme un outil de fidélité de leur cœur de communauté plus engagée. Tu vois, et on cherche tous des communautés engagées, prêtes à payer, etc. Tu vois, et on a même aussi des marques, pour parler des médias, qui plutôt que se dire budget influence à l'année, allez 500 000, des grosses marques, et ben ils se disent, je vais mettre 450 000 en influence et je vais mettre 50 000 de budget pour créer mon propre média. Et je vais faire, je te donne un exemple pourri, enfin je sais pas, Aven par exemple, c'est pas le cas d'Aven, hein, je prends au hasard, donc truc dermato un peu pour la peau, bah tous les mois je vais faire venir un intervenant, quelqu'un qui bosse sur les produits de la peau, qui donne de la valeur, et en fait je vais donner envie d'acheter mon produit sans te dire achète mon produit qui est trop bien avec un influenceur qui te le dit, mais en te donnant de la valeur, en positionnant comme un expert et en ayant une légitimité avec un média incarné. Et ça je pense aussi que c'est l'avenir de la communication. Un média de marque, un bon média de marque bien fait entre le brand content, le média de marque. Quoi. Voilà, et après pour parler de la monétisation, il y a tout. Il y a des mauvais exemples aussi de monétisation. Ouais, l'abonnement, bah, le nôtre. Nous, on a fait nous dans notre ancien Ox, tu devais quoi qu'il arrive payer un abonnement pour avoir quelque chose. Ouais. Nul. Faut donner du gratuit, tu fais payer, faut donner du freemium, surtout en France. Ouais. L'américain, il met 30 balles, il les a loupés, c'est pas grave, il a tenté. Mais au moins, il a essayé d'être précurseur dans un truc. En France, il faut qu'il y ait du freemium, il faut qu'il y ait du gratuit. Faut qu'il y ait du gratos, faut prouver, faut légitimer, faut teaser, faut prouver, faut donner du temps et de la valeur avant même de faire payer. Tu vois, donner du temps et de la valeur avant de faire payer. C'est la France aujourd'hui. Je trouve ça pas mauvais parce que ça te permet de faire un fil, tu vois. Mais ça n'empêche qu'il y a des nuls qui arrivent à vendre. Ouais, ça c'est moyennement rassurant, mais en tout cas c'est le cas. Ça veut dire quand même que c'est possible et qu'il y a des gens qui sont prêts. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles à un créateur de contenu qui démarre pour fixer ses tarifs ? De nous appeler. Ouais, j'imagine. Déjà, le commercial je pense mais il y aura une bonne discussion parce que tu connais bien ton sujet, mais qu'il faut aller vite. Est-ce qu'il faut tout de suite dire qu'il y a des choses payantes Non, il faut pas faire payer tout de suite. Encore une fois, ça dépend du stade du créateur. Demain, tu te lances toi en tant que créateur de contenu, ne fais rien payer pendant un an. Ouais, c'est ça. Si on veut bien le faire. Gratuit, tu te positionnes en tant qu'expert légitime. Toi, dans un an, qui a tes 15 000 abonnés parce que tu es un expert média reconnu, il faut d'abord savoir à qui tu t'adresses dans ta communauté. Parce que tu vas me dire, ma communauté dans les 15 000, c'est que des gens intéressés par les médias. Oui, mais sauf que tu as peut-être Ilan de 24 ans, start-up, et Michel de 65 ans qui est en fin de retraite et qui est passionné des médias depuis tout petit. Et on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas le même budget, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et on ne cliquera pas sur le même message ou sur le même message, nous attrapera pas.
Donc en fait, ce que je conseille, c'est déjà d'identifier sa persona cible, à qui tu veux vendre et qu'est-ce que tu veux leur vendre. Je conseille aussi de parler avec eux avant de créer ton offre, parce que beaucoup de gens créent une offre en se disant c'est ce que moi j'aurais aimé. Mais on s'en fout de ce que toi tu veux. J'ai souvent entendu ce message. Tu vois, donc parle à tes personas, parle à tes cibles, co-construis avec eux, fais même gratuit aux 3-4 premiers, mais impose-leur un retour client de ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. J'ai offert ma formation aux premiers créateurs. Ils m'ont dit, putain, ça, c'était pas clair. J'ai recréé des modules, je l'ai amélioré et après, je la vends. Donc, c'est vraiment de faire les choses dans les règles de l'art, mais comme dans n'importe quoi, tu vois. Et après, pour trouver son pricing, de sonder son marché, de tester. Encore une fois, tu fais 2 landing pages, une offre à 1000 balles, une offre à 699, tu vois qui a le plus de clics, tu vois tes taux de conversion, tu appliques, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours voulu, depuis petit, faire des prix fixes, faire des prix 2000 euros au lieu de 1999. Mais je le fais pas parce que c'est prouvé que non, tu vois. C'est terrible ça. C'est terrible. Ouais. On le voit depuis 10 ans, 15 ans, ces trucs-là. Mais ça marche en tout cas, donc effectivement, marche, des choses, tu vois. il ne faut pas forcément tout réinventer. C'est ça. Et à quoi il faut faire attention pour que le marché des créateurs de contenu se professionnalise? On se l'a dit, il y a beaucoup d'arnaques, il y a eu le sujet des influx voleurs, enfin tu vois, il y a eu vraiment plein de choses, je sais pas si ça t'a un peu affecté ou quoi, mais on sent qu'il va y avoir un besoin de professionnalisation un petit peu de ce marché, non? Ouais, mais ça a déjà commencé. Ouais, ça a déjà commencé sur les influenceurs. Mais ça va, tu sais comment bougent les lois et la rapidité d'exécution du gouvernement versus la rapidité d'exécution de créateurs dans le web. Ouais. Ça va 10 fois plus vite. Donc il y a forcément un décalage, il y a toujours des flux juridiques, des zones grises. Maintenant, moi, je pense juste que il faut investir au moins autant dans la modération ou dans la vérification des infos sur le net qu'à la télé. À la télé, tu vois, des fois, quand t'as des grosses interviews, je me souviens, un truc qui m'avait marqué qui était bien, c'est qu'en live, t'avais une régie qui analysait les chiffres qui étaient donnés. Ouais, un peu de fact-checking en live quand il y a des discours, enfin, des débats politiques, Exactement. etc. C'était chambé. Mais ça, l'IA, elle est capable de le faire sur des millions et des millions de contenus. Ouais. Donc, en fait, tu vois, d'avoir ne serait-ce... Tiens, nouvelle startup, tiens. Une IA qui, quand t'as des... Un petit plugin dans ton navigateur qui en live te dit... Exactement. Ou même, où tu vois, imposer peut-être à ceux qui citent des chiffres ou des trucs de rajouter les sources. Ouais. Et ça, YouTube, il est capable de le faire. YouTube, quand tu charges une vidéo, t'as un temps de scan de ta vidéo et si tu mets de la nudité ou quoi que ce soit, l'IA, elle le comprend. T'as pas un mec derrière son ordi qui check ta vidéo toutes les 30 minutes. Sûr. Donc, je pense que si ça comprend ça, c'est capable de comprendre la parole et c'est donc capable de comprendre quand il y a des chiffres, des citations et donc d'imposer des sources ou même d'aller la chercher pour le compte du créateur, tu vois. Oui, pour vérifier ou peuvent le pour faire. redire. Là, j'ai vu la nouveauté de ChatGPT. J'ai fait une recherche hier. Il m'a cité toutes les sources de ce que je lui ai demandé. Je l'avais pas vu sur les dernières semaines. Donc, on sait le faire. Donc, je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Je pense que peut-être dans 5 ans, que le gouvernement aura compris le mot IA, aura compris que les jeunes consomment sur les médias, ça sera mis en place. Désolé pour le gouvernement. Non. Mais en tout cas, je pense que je pense qu'il faut modérer, mais je pense que c'est bien de garder cette liberté. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Il le faut. Après, c'est Internet. Hein. Dernier volet dont je voulais parler avec toi, c'était un peu la gestion des communautés, qui est aussi un lien entre Ox et le plus traditionnel des médias. On voit bien, là, déjà, depuis une dizaine d'années, les médias s'attachent à créer un lien plus fort avec les audiences, avec les lecteurs. Il y a plein d'outils, il y a des initiatives, des modes portes ouvertes aussi, où certains abonnés sont invités à venir dans les salles de rédac pour montrer les coulisses de comment on fabrique l'information. D'autres plus récents ont intégré la communauté même dans les piliers fondateurs. Je pense à des médias comme Vert sur l'écologie, tu vois, où l'aspect communautaire est très très fort. Donc ça semble un peu une évidence, mais pourquoi est-ce que c'est important de travailler sa communauté? Qu'est-ce que ça apporte comme lien fort d'avoir une communauté? Ça apporte, déjà tu as des ambassadeurs naturels et gratuits et qui seront tes meilleurs défendeurs et ça c'est super important, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus, en termes de conversion, c'est beaucoup mieux de n'avoir à payer personne, mais d'avoir que des gens du peuple, des gens, quand je dis du peuple, c'est des consommateurs, qui sont lambda, mettent en avant ce que tu fais et parlent de ce que tu as fait de cette journée. Tu vois, un média qui invite du monde, qui te dit que dans 2 mois, il n'y a pas une crémaillère et il est avec 30 potes et il parle de toi à 30 personnes et il va te défendre comme jamais. Ouais. Versus un créateur de contenu. Ambassadeur, quoi, avoir des vrais ambassadeurs. Ah ouais, avoir des vrais ambassadeurs, avoir un vrai sentiment d'appartenance, avoir des gens qui créent de la valeur sur ton média. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais ce genre de truc, demain, quand tu mets tes vidéos ou autres, si des gens posent des questions ou disent des choses ou insultent ou critiquent, c'est ces gens-là qui vont répondre pour toi gratuitement par esprit de fidélité à la marque et à ce que tu as fait pour eux. Donc en fait, ça, c'est super important. Et ça, c'est pas l'argent qui peut l'acheter, c'est le temps et c'est la valeur transmise. C'est comment tu t'investis dessus. Donc ça, c'est la base. Et après, c'est surtout que les communautés, c'est les premiers qui peuvent tester avant les autres. C'est-à-dire que demain, tu vois, moi, je parlais à des marques qui veulent utiliser notre outil pour qu'avant que, je te dis une connerie, L'Oréal qui sort un nouveau
rouge à lèvres avant de le sortir et d'investir 2 millions de communications dessus. Elle sait qu'elle a 3000 personnes sur Ox qui sont ses plus fans. Elle va peut-être investir 10 000 euros, envoyer son rouge à lèvres à tous ses fans. Et ces gens-là vont être heureux de faire un retour produit, un retour utilisation avant de mettre le paquet. Donc en fait, ce cœur de communauté, c'est un peu ton driver de comment tu dois avancer. C'est des représentants de qui tu cibles. C'est des gens qui sont investis pour toi, qui n'attendraient en retour. C'est le summum de toute entreprise ou de tout créateur pour moi. Vu comme ça, c'est effectivement pas mal. Et après, j'essaie de voir les médias, comment ils peuvent fidéliser. Sachant que j'avais vu une étude du Spiegel qui disait effectivement que la valeur à long terme d'un abonné est plus forte que la conversion. Grosso modo, tu as intérêt à plus investir pour garder tes utilisateurs déjà payants. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, upseller, etc. Et que c'est plus rentable que d'essayer d'en prospecter de nouveaux, quoi. Tu vois la valeur à long terme. Ah mais oui, pour 2 raisons. Tu vois, par exemple, Hugo Décrypte, quand il met ses petits formats à la catalogue sur Insta, à la fin, il dit votez pour le truc prochain. Ne serait-ce que cette action de se dire, mon vote, il va prendre un pourcentage de sa barre de progression, je trouve que ça joue, tu vois. Et un deuxième exemple, aucun rapport, mais tu vas comprendre, à l'époque, je faisais des crédits immobiliers. Donc, je bossais avec des banques et la banque me payait, et le client aussi, pour négocier un crédit immobilier. Ouais. Les banques étaient à la course aux clients parce que tous les clients, en moyenne, ils les gardaient 2 ans et demi. Ça veut dire que le mec venait dans une banque, mais le banquier était tellement nul, 90% des banquiers sont mauvais, désolé pour tous les banquiers, c'est un fait. Et donc, du coup, en fait, ils s'en foutent du client, tu vois, ils ont le même du mois qu'ils ne pas, donc 17h30, ça sonne, ils sont C'est exactement pareil, que t'es gagné, perdu de l'argent. Et c'est la même chose. Donc, en fait, ce principe-là, ils n'auraient pas eu à payer des courtiers, des fortunes qui nous payaient pour acquérir des nouveaux clients s'ils étaient capables de garder le leur. Parce que quand tu regardais à la fin d'année, ils avaient autant de clients, mais ils avaient payé l'acquisition de 10 000 parce qu'ils en avaient perdu 10 000. Ils ont un churn terrible. Ils ont un churn de malade. Parce que personne s'attache à son banquier. Parce qu'aujourd'hui, les banquiers, ils t'appellent que quand t'as découvert ou quand t'as une merde, ils t'appellent pas pour savoir, ou pour te caler un placement pourri en général, dont ils connaissent pas les 3/4 du placement. Donc en fait, je fais un parallèle qui est nul, mais c'est juste pour expliquer. Non, mais tout le monde comprend. Donc en fait, tout ça pour dire que aujourd'hui, le plus important, c'est de fidéliser, de garder, de conserver, d'amener de la valeur. Et un jour ou l'autre, ça se payera et ça t'amènera quelque chose, tu vois. La fidélisation. Ouais, la fidélisation, c'est et le Web3 a tout changé. Ça, on n'en parle pas beaucoup parce que le Web3, c'est oublié. Moi, je suis pas rentré dedans, j'ai toujours rien compris, mais j'ai compris les grandes lignes. Mais en termes de technique de fidélisation de communauté, le Web3 a changé le game mondial. Et ça, on s'en rend pas vraiment compte parce que... Tu parles de quoi, par les NFT ou en fait tout ce qu'il y avait eu les DAO, là où tu peux devenir un peu associé Il y a de ça. Il y a de ça, il y a les NFT, mais c'est surtout toutes les... Moi, je l'ai pas beaucoup vécu parce que je suis pas un expert et je suis, comme tu as compris, quand je rentre chez moi, j'aime pas utiliser le téléphone, je joue aux jeux de société, tu vois. Mais pour ceux qui l'ont vraiment vécu, les techniques de fidélisation où tous les jours tu dois te connecter, tous les jours tu dois envoyer un truc à un tel, tous les jours tu dois faire une action, ce qui te permet d'avoir des classements entre membres de la communauté. Oui, après de gamification aussi, les leaderboards. Exactement. Et quand tu atteins un certain niveau et que tu as passé X commentaires, tu peux accéder à une vente exclusive d'une NFT où les autres ne peuvent pas. Ouais. Genre des techniques de fidélisation où les mecs se lèvent le matin et ils ne pensent qu'à ça. J'avais un pote à moi, il jouait à un jeu de... Je crois que c'est un chien qui devait faire courir tous les jours. Et tous les jours, s'il se connectait plus de 10 minutes, il pouvait upgrade son chien qui commençait à avoir une valeur NFT qui était revendable, des trucs de fou. Mais en termes de fidélisation, le principe du Web3 a tout éclaté. Et tu as des marques qui l'ont compris. Et aujourd'hui, même nous, dans Ox, en étant Web 2 classique, on s'inspire de ces méthodes de gamification et de fidélisation parce qu'ils ont tout compris. Ouais. Et ça, on l'a beaucoup oublié, mais c'est pour moi le meilleur résidu du Web3. Et ça reviendra. Et ça reviendra. Ouais. La gamification, c'est un grand sujet dans les médias aussi. Après, moi, je pense que c'est des super méthodes. Il y a eu plein d'initiatives. C'est pas toujours hyper compatible avec une ligne éditoriale où tu es sur la news, etc., qui peut être parfois un peu sérieuse, pas drôle, etc. Et puis dire... T'as débloqué tel truc alors que tu viens de lire un truc sur un attentat ou sur une guerre. Mais en tout cas, moi, je reste convaincu qu'effectivement, ce sont des mécanismes qui marchent hyper bien. De toute façon, on le voit dans toutes les apps. Et Netflix, maintenant, moi, quand je descends, quasiment tous les soirs, j'ai un jeu avec ma nana, on fait ça le soir, et on a un jeu de culture générale avec 10 questions, un timer. Sur Netflix, je me mets à faire le jeu avec la télécommande. Non, mais c'est vrai, tu vois, je me fais attraper par le truc, il le comprend, il me le met en avant tous les jours. Mais pour un média, moi je pense que si le média est bon, déjà il peut parler de tout, il peut rigoler de tout. Oui, il faut réussir un peu à décorréler le truc, tu vois. Tu vas pas faire un sondage à la fin. Alors combien de morts il y a eu dans cet attentat? Tu peux faire autrement. Mais je pense que dans tous les médias, tu peux créer des petits QCM, des petits trucs, des petits rewards. Tiens, t'as gagné ce challenge de culture générale, on t'envoie à la newsletter gratuite. Reviens, mais l'IA peut vraiment aider. J'en parlais chez Bra la dernière fois. J'ai des super exemples. Il y a l'Echo, pour l'Echo, un média qui fait des fiches pédagogiques à côté de tous ces articles automatiquement par l'IA, etc. Et je pense qu'effectivement faire des QCM, des petits jeux à la fin pour engager les gens, voilà, plus tu les engages, on le sait. Exactement. Plus il y a de chances qu'ils restent, qu'ils s'abonnent, etc. Voilà, et tu l'écoutes avec 3 potes parce que 3 potes écoutent les mêmes trucs que toi. Tu traînes souvent avec des gens qui écoutent les mêmes choses que toi. Tu peux, en un clic, partager à ton pote ton score de ton QCM, gagner des niveaux.
c'est rien, tu vois. Ouais. Mais ce qui nous paraît bête pour nous ou simple pour nous, c'est pas le cas pour les 70 millions de Français. Et donc, du coup, c'est là où il faut s'ouvrir l'esprit et comprendre des habitudes de consommation. C'est qu'aujourd'hui, la majorité des Français n'habitent pas dans les grandes villes. Ils rentrent chez eux le soir, ils ont un quotidien qui se ressemble assez. Et si tu les fais kiffer, tu leur prends 5 ou 10 minutes de bons moments, de partage ou quoi, ils te seront fidèles sur des vrais, sur la Au valeur. moment important, quoi. Ouais. Et sur la valeur importante de ce que tu proposes. Exactement. Donc, moi, je pense que tout le monde doit gamifier, tout le monde doit créer des communautés. C'est l'avenir de tout. C'est ce que disent les Américains. Là, aux États-Unis, tout le monde a enfin, tout marche comme ça. Mais il faut des communautés homogènes autour d'une niche, d'une verticale. Oui. D'où, quand tu es un gros média avec énormément de verticales, l'importance peut-être de segmenter, de splitter et d'incarner des verticales, je suis d'accord. etc. Parce que tu fais pas le média des entrepreneurs, c'est ridicule. Tu vois, c'est trop large. Il y en a des millions. Tu fais le média des entrepreneurs dans la tech, qui ont déjà fintech, peu importe, etc. Tu crées des verticales. Voilà, segmenté, très vertical, très niche, ou que ce soit homogène. Il y aura un peu d'émulation et c'est là que qu'il y a de l'engagement. Et que les gens s'identifient. Et que les gens s'identifient, on y revient, tu vois, la boucle est bouclée. Si on prend un petit peu de hauteur, on arrive sur les dernières questions, Ilan. C'est une grande question d'oracle. À quoi ressemblera la Creators Economy dans 2 ans ou dans 5 ans? Est-ce que tu vois un peu des évolutions? Je n'ai pas préparé cette question. À quoi ça ressemblera? Je pense que ça va nous épater. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite dans les 2 prochaines années que les 2 dernières années. Ouais. Et Dieu sait que ça a été très vite. Je pense qu'il va quand même y avoir des obligations. On l'a vu avec des grosses amendes, compris Meta, TikTok, qui a eu des risques d'être banni dans certains pays ou quoi. Je pense que la modération va exploser, va être obligatoire. Et avec l'IA, elle est ultra facile. Ouais. En tout cas, de plus en plus. Ou ces contenus, alors moi je repense aux médias, seront chassés des plateformes. Tu vois, par exemple, sur Meta, Facebook, etc. Enfin, Zuckerberg a encore annoncé la semaine dernière vouloir investir massivement dans l'IA pour avoir des contenus générés par l'IA et pas de médias, quoi. Alors, Creators Economy, c'est un peu différent, encore une fois, c'est moins anxiogène, on est moins dans ce truc, la relation est peut-être moins compliquée entre les créateurs de contenu qui sont tout seuls dans leur coin, entre guillemets, face aux plateformes. Les médias se réunissent justement pour faire un peu un contrepoids. Mais toi, tu sens qu'il va y avoir un besoin et il va y avoir une énorme modération à venir sur les plateformes? Je pense qu'il y aura toujours beaucoup de conneries, mais s'il y avait pas de conneries, on verrait pas quand c'est pas des conneries. Donc et je pense aussi, tu vois, si on est rationnel, il y a 30 ans, nos parents, nos grands-parents ou quoi, ils étaient tous fans de quelqu'un, d'un chanteur, un acteur. Tout le monde aime bien quelqu'un. Ouais. Sauf qu'à l'époque, tu l'aimais bien quand tu le voyais à la télé ou en concert. Ouais. Aujourd'hui, tu peux le voir tous les jours. Et lui parler. Et maintenant, tu vois, j'ai rencontré un mec la semaine dernière qui te crée un clone digital qui crée des conversations avec toi basées sur la façon dont s'exprime ta star préférée. Donc en fait, j'adore François, je veux lui parler tous les jours, mais il a pas le temps pour moi parce qu'il y a 10 000 personnes. Une espèce de réplica, mais avec Johnny Hallyday. Exactement. Réplica, c'est une application, tu dois connaître, je connais. où on peut avoir un avatar. C'est plus pour des relations un peu amoureuses souvent, mais c'est un avatar digital qui n'existe pas. Bah là, tu veux parler à Clint Eastwood. Clint Eastwood, il passe 2 heures à parler à une IA qui comprend comment il réagit, comment il interagit, comment il parle. Et après, t'as ton Clint Eastwood. T'as ton Clint Eastwood. Donc ça, c'est sûr que c'est l'avenir. T'as même des mecs, leur métier, c'est de lancer des avatars digitaux qui deviennent influenceurs et créateurs de contenu et qui commencent à passer des partenariats avec des marques. Ouais, j'ai vu ça. T'as des influenceurs, je crois que c'est en Corée qui font ça. Virtuel. Vrais influenceurs et la virtuels. Fausse nana avatar à 150 000 abonnés fait des partenariats avec des trucs de skincare. Ouais. Alors qu'elle a pas de peau, elle n'existe pas. Ouais. Et le mec, il pilote ça tranquille derrière son PC. C'est sûr que ça va changer. Quand on voit ça, c'est pas encore banalisé, mais c'est sûr que ça va changer. C'est dur de prédire l'avenir. C'est dur avec tous ces sujets. C'est dur. Ouais. C'est dur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être dans l'air du temps, il faut se renseigner. Je pense pas qu'il faut avoir peur. Quand on sait qu'on n'est pas trop bête et qu'on est débrouillard, on s'adapte toujours et il y aura toujours des nouveaux métiers qui vont arriver et plein de choses à faire, je pense. Et quand on est un média, qu'on a un bon contenu. Communauté. Pour moi, communauté, c'est le maître mot. C'est-à-dire, t'as un gros média, même si t'as 100 000 auditeurs par jour, si t'as pas une communauté engagée, ces gens-là partiront si du jour au lendemain, t'as un toit, mais qui le fait 24/24 en automatique et qui dit ce qu'ils veulent entendre parce que cette IA, elle change son discours en fonction de son éditeur. Peut-être que ce sera ça demain. Et parce qu'il sait que moi, je suis un tel et un tel, il me fait un discours qui me fait plus kiffer qu'à toi alors qu'on suit le même truc. Tu sais, on n'en sait rien, tu vois, ça peut aller trop vite. Donc, mais par contre, si t'as une communauté de gens investis qui défendent tes valeurs, ton positionnement, comment tu incarnes le média, IA, pas IA, ils resteront. Ouais. Et ça, j'en suis persuadé. Un bon contenu, une communauté. L'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas avoir une communauté sans bon contenu. Ben non, il faut. C'est du fake, c'est de l'arnaque. Et si t'as juste du bon contenu et pas de communauté, c'est dangereux. On t'oublie vite. On t'oublie vite. C'est fragile. C'est fragile et t'es dépendant des aléas du marché, ce qui est jamais très sympa quand t'as une entreprise. T'as envie d'être le plus autonome. Tu dépends des plateformes, tu dépends de tout ça. Déjà qu'on dépend de tout.
Ouais. Bon, on dépend d'Internet, quand il y a eu la Ouais, bien sûr. Microsoft, les avions étaient au sol, les hôpitaux bossaient plus, donc on dépend un minimum de tout. Ouais. Mais je pense que oui, ça va. Mais je pense qu'il y a un bel avenir qui arrive. Je pense que, tu vois, on l'a vu avec les influx voleurs, ces trucs-là. Le gouvernement commence à mettre des services digitaux, des gens qui commencent à comprendre, ils commencent à embaucher des gens qui n'ont pas fait que des grandes écoles et qui, du coup, n'ont jamais travaillé dans le milieu du digital. Moi, quand j'avais rencontré un mec qui était au gouvernement, j'avais été à Bercy. Le mec, il connaissait le secteur comme toi et moi. Ouais. Donc c'est rassurant de voir des gens qui ont le poids de loi ou de politique, mais qui comprennent complètement le milieu, tu vois. Donc je pense qu'il y a un temps, mais ça va être t'es optimiste. Ouais. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. De toute façon, si j'étais au négatif, je serais juste plus malheureux, mais je changerais pas l'avenir. Ouais, et puis tu serais pas entrepreneur. Voilà, c'est ça aussi. À un moment donné, il faut y croire dans tout ça. 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a un média que tu lis régulièrement, que t'aimes bien alors, soit parce que c'était le média de tes parents, tes grands-parents, ou que t'as découvert. Et même, ça peut être un truc très B2B aussi. Tu me disais que tu disais des choses sur l'entrepreneuriat. Franchement, je regarde pas mal Forbes, Madines. Ouais. C'est des médias que je regarde pas mal. Je regarde aussi New York Times. J'aime bien ne pas regarder les médias français. Ouais, c'est important aussi d'avoir une ouverture à l'international. Exactement. Et en fait, j'avais un pote qui bossait chez World Crunch, qui est un gros truc, média européen, américain. Déjeuner avec quelqu'un de World Crunch, je me dis Benjamin Sabat qui est passé chez... C'est mon copain. C'est de lui dont je parle. Je déjeunais avec lui tout à l'heure. Et là, il est passé chez Reporters sans frontières. Exactement. Il gère le journalisme Trust Initiative. Ouais. Et un truc, et on en parlera bientôt sur Mediarama. Bon, bah voilà, donc on lui passera le bonjour. Voilà, on lui passe le bonjour à Benjamin. Exactement, j'aurais dû lui dire que je suis intéressé. Incroyable. Donc voilà, il m'avait donné des accès, donc je regarde un peu les trucs. World Crunch, c'était une belle initiative. Ça existe toujours, je dis, j'en parle. Oui, on en parle. C'est toujours là, c'est parce qu'il est parti. Et on salue Jeff aussi, bien sûr. Donc, World Crunch, je retiens cette superbe ref. Et la dernière chose qui est un peu le gimmick du podcast, qu'est-ce que t'as un truc cool à nous partager? Un truc cool à vous partager? Ouais. Personnel, sur ma boîte? Ouais, ça peut être personnel, ça peut être un truc que t'as vu, qui t'a fait marrer, un truc que t'as entendu, un film, un livre, un spectacle, une expo, une série ou un jeu Netflix. Tu nous as parlé d'un jeu Netflix. J'ai jamais testé les jeux Netflix. Franchement, c'est sympa. C'est cool. Mais c'est beaucoup trop pointu, donc t'as jamais le niveau. Donc le but, c'est juste de cliquer au hasard le plus vite possible. Et d'accord. C'est réponse. Moi, je suis très nul. Un truc cool à partager. Est-ce qu'il y a un des créateurs de contenu que tu as, par exemple, sur Ox, qui est vraiment, c'est un truc dingue, il faut aller voir ce qu'il fait, et le mec est vraiment une star là-dedans. Ouais, qui peuvent intéresser les gens peut-être de Mediarama, je sais pas. Je pense, tu vois, on a Virginie Ilson, qui est une journaliste, Voilà. Journaliste, créatrice de contenu. Ouais. Donc pour te dire, tu vois, qui est experte en climat et en transition écologique. Ouais. Et c'est une fille que j'adore, qui a une chronique tous les matins sur Move Radio, qui m'avait fait l'honneur de m'inviter. Et elle est en train, tu vois, de créer un Ox en association avec, je crois, 2 tonnes, c'est un collectif, ils m'excuseront le nom, je crois que c'est Collectif 2 tonnes. Et en fait, elle est en train de créer son Ox, il va arriver dans quelques semaines et tu auras plein d'espaces où tu pourras calculer ton empreinte carbone. 2tonnes.org, l'atelier initiative pour le climat. Exactement, et on est en train de créer un contenu de dingue pour juste ne pas te dire, fais le tri sélectif, c'est mieux pour la planète, mais qui te fait vraiment des calculs d'impact carbone, qui fait intervenir des experts en climat, qui t'explique les vrais impacts, qui répond à tous les préjugés que moi je peux avoir, ok, mais moi si je fais le tri et qu'en Inde ils polluent à volonté parce que c'est pas leur problème, la pollution, ils ont pas de moyens ou quoi, comment moi je peux me battre contre ça? Elle te déconstruit des idées reçues qu'on peut avoir et qui sont réelles. Et franchement, depuis que je côtoie Virginie, j'ai évolué dans ma vision sur l'écologie, et je pense que le Ox qu'elle est en train de créer avec des lives, avec des experts, avec des prises de parole, avec des QCM, avec des masterclass d'apprentissage. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est un truc que j'adore. Et donc voilà, donc Virginie Ilson, qui est superbe et qui est une créatrice qui nous suit depuis le début avec l'ancien Ox. Je mettrai un lien. J'espère que d'ici la sortie de l'épisode, elle aura sorti son Ox. Sinon, ce sera un lien vers son LinkedIn. J'espère, exactement. Tu peux mettre un coup de pression aux équipes pour sortir rapidement. Je ne me gênerai pas. Merci Ilan pour ton temps. C'était hyper intéressant de pouvoir avoir, encore une fois, pas de côté, mais avec des liens très forts quand même avec ce qu'on fait dans les médias, puisque les créateurs de contenu sont un peu en avance, sont hyper agiles et donc ont bien compris ces sujets de communauté et de contenu niche. Donc je pense, et j'espère en tout cas que ça vous intéresse. Donc merci Ilan pour ton temps et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à bientôt. Salut. Merci beaucoup. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.